Ces enfants restent un tabou, un sujet délicat. La question diffère-t-elle d'un pays à l'autre? Est-ce culturel? Le débat est à suivre. Et puis à partir de 18h30, le biographe de Johnny Hallyday, Pascal Louvrier, sera avec nous. Il insiste justement sur ce point de la volonté de certains de déshériter leurs enfants pour des raisons qui leur sont propres. On en parlera avec lui. Mais tout d'abord, on va accueillir nos invités sur ce sujet-là. Christopher Mesneau, bonsoir. Et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de New York et de Paris. Toujours François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et on accueille François de Singly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la famille, chercheur au centre de recherche sur les liens sociaux. Justement, François de Singly, c'est la question que nous posons. Après cette affaire, nous sommes en plein dans cette affaire. Ce déballage, est-ce un tabou? Ou en tous les cas, un sujet délicat en France? Déshériter les enfants, poser même la question de l'héritage. Est-ce qu'il y a une particularité culturelle en France à parler de ce sujet? Il est clair que l'héritage en France, c'est une affaire de filiation. Et donc, par exemple, on le sait, les conjoints sont désavantagés. Il y a eu des rectifications historiques, mais normalement, c'était le sens d'ailleurs du mariage, parce qu'il faut normalement associer au mariage, puisque les enfants non légitimes n'avaient pas vraiment le droit. Donc il y a une évidence, à mon avis, pour la plupart des Français, du fait qu'on ne doit pas déshériter ses enfants. C'est presque une règle. Alors, même si on ne l'apprend pas, à mon avis, c'est une évidence. Donc c'est aussi une des raisons, indépendamment là, de la vérité juridique de notre spécialiste, c'est une évidence que du point de vue du Français, hiérarchiser à la fois du point de vue conjugal pour la dernière épouse et puis peut-être pour les deux derniers enfants, ça n'a pas de sens pour nous. Donc vous confirmez, on a du mal à admettre qu'on puisse déshériter ses enfants. C'est un tabou posé, même la question, et aller chercher... D'autant plus choquant, y compris depuis la Révolution française qui avait posé le principe de l'égalité. La Révolution française, mais bien sûr, c'est là que ça. Ah oui, c'est là que ça démarre. Oui, j'ai retrouvé la date d'ailleurs, 1793. Non, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait un principe d'égalité. Alors pour moi, il y a un deuxième élément choquant, c'est le principe de la hiérarchisation. De fait, à mon avis, du point de vue au moment de l'héritage, là, il y a des enfants qui vont peut-être hériter, et à d'autres, on a eu une donation, mais la donation n'a pas le sens de l'héritage. Et donc ici, il y a deux enfants qui seraient plus vrais que les autres. Et c'est donc, pour moi, quelque chose d'assez intéressant en tant que sociologue de la famille, puisque la famille recomposée est en train, si on suit cette logique, de reconstruire une différence que la France a mis tant de temps à accepter, qui était la différence entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Et là, d'une certaine façon, il y aurait deux enfants légitimes et deux enfants à qui on a fait un petit cadeau, mais qui seraient moins légitimes. Non, c'est pas... C'est très intéressant parce que c'est aussi le miroir, le reflet de notre société, des particularités aussi en France et des différences avec d'autres pays. En tous les cas, les différences juridiques, Maître Messon, on le voit depuis plusieurs jours. On a beaucoup insisté sur les particularités entre le droit français, le droit californien, le droit français qui protège les enfants, protège les héritiers directs et naturels, tandis que ce droit californien et d'autres d'ailleurs dans certains pays ne s'encombrent pas de cela et mettent d'abord en avant bien la seule volonté du légataire. Est-ce que vous, qui êtes à la fois avocat au barreau de New York et de Paris, vous comprenez nos interrogations sur ce sujet-là, sur ces différences qui ne sont pas seulement juridiques pour nous, mais presque, non pas morales, mais en tous les cas culturelles? Écoutez, en matière de culture, personne n'a raison, personne n'a tort. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce qu'on peut dire aussi que cette obligation morale qui consiste à laisser quelque chose à ses enfants, c'est aussi une contrainte et qu'il peut y avoir des situations familiales, et je ne parle pas du tout de ce cas-là pour l'instant, mais on peut imaginer des cas où, pour quelque raison que ce soit, un enfant ne devrait pas recevoir un héritage de la part d'un de ses parents. Or, le système français obligerait le défunt à laisser quelque chose à l'enfant, tandis que le système américain laisse la libre appréciation à chaque personne de disposer de son patrimoine comme il souhaite. Donc, encore une fois, je ne dis pas que le système français a tort et le système américain a raison, loin s'en faut. Mais il y a deux logiques assez contradictoires et le côté passionnant de ce dossier, c'est justement, ça met en relief les différences de fossé culturel entre les deux systèmes juridiques.
Il y a la logique, il y a les tendances. Christopher Masson, je voudrais vous faire réagir sur ce qui est en train de se passer. Alors il est vrai, ça concerne aux États-Unis les très très grandes fortunes qui n'hésitent pas, non pas à déshériter complètement leurs enfants, mais ne pas tout léguer. Par exemple, voici ce qu'a dit Bill Gates, et on va le voir sur l'écran. Je ne crois pas que l'on rende service à quelqu'un en lui offrant des milliards en héritage. Ce n'est guère bon de grandir sans devoir travailler, a déclaré. C'est lui quand même dont la fortune est estimée à peu près 79 milliards de dollars, père de famille. L'ex-PDG de Microsoft est bien décidé à ne pas transformer ses 3 enfants en filles à papa, dit-il. Sa solution, les déshériter ou plutôt plafonner leur héritage. Est-ce que de plus en plus, même pour des fortunes, j'allais dire, plus normales, plus modestes, oui. plus modestes, est-ce que c'est une tendance en ce moment? Écoutez, de plus en plus, avec les inégalités qui se creusent aux États-Unis, où les riches sont plus riches qu'avant et les pauvres sont plus pauvres, il y a effectivement un mouvement de la part de beaucoup de hommes et de femmes extrêmement riches qui consiste à dire, écoutez, la vie nous a énormément gâtés, on va laisser la quasi-totalité de notre patrimoine à des œuvres caritatives, on laissera quelque chose à nos enfants parce que, bon, quand même, il y a ce sentiment envers les enfants. Mais oui, c'est une tendance qui se confirme au fur et à mesure du creusement des inégalités. Oui. Du point de vue culturel, c'est assez intéressant parce que normalement, dans une société de certaines sociétés démocratiques, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais si je suis ici, c'est pas parce que j'ai pris la place de mon père, c'est parce que je le mérite. La logique du diplôme, normalement, moi je suis professeur d'université, j'ai pas reçu d'argent pour dire mais là c'est mon fils aîné, ça serait bien de lui donner une mention très bien. Donc normalement on représente le mérite. Et la contradiction, parce que c'est une contradiction, et le fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, dès ses cours de sociologie de la famille à la fin du 19e, dit qu'il y a une contradiction, parce que normalement, l'idéologie du mérite aurait dû amener la disparition de l'héritage. Alors il fait ce raisonnement-là, et puis dans le même cours, il dit de toute façon, ça ne viendra pas. Et parce que c'est justement les enfants représentent quelque chose, il meurt de chagrin à la mort de son fils, etc. Et donc il y a une tension entre en tout cas en France, hein, je parle, entre le mérite et l'héritage. C'est très intéressant. Et même la transmission. On va insister sur la transmission parce qu'il n'y a pas que l'enjeu financier. Et donc là, moi j'ai toujours été fasciné par ces milliardaires américains parce qu'ils disent nos enfants ont déjà bien vécu, ils ont sans doute été dans des bonnes universités, ils sont bien dotés. Et je les donne. Dans le cas de Johnny, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier... C'est ce qu'il dit, mais pour les 2 aînés, en fait. Oui, mais c'est justement, ça hiérarchise. Si Johnny avait donné, non, je m'excuse de faire ça, pense en fait, la totalité de son argent... Et loi française sur les 2 dernières. Oui, la totalité de son argent à une fondation des chanteurs yéyés en déclin. Il y en a qui ont chuté complètement. Je veux dire, on se dirait, bon, il le fait pour une autre logique, tandis que là, c'est une logique intrafamiliale. Oui, logique intrafamiliale. On a presque l'impression qu'il y a une logique presque française et européenne et une logique et même un système anglo-saxon presque libéral. Non, il utilise... Enfin, là, je prends position, hein, mais ça m'est égal. Hein. Je trouve que, dans ma perception, dans les gens, il utilise le système américain pour pouvoir hiérarchiser sa famille. Ça fait 2 fois que vous répétez hiérarchiser, c'est important. Ah, parce que hiérarchiser, l'avocat... C'est un mot qui a quand même une consonance Non, mais regardez, on va parler de ce testament. Il y a le texte du testament, c'est clairement hiérarchisé. Hein. Testament dévoilé, avec des parties quand même où noir sur blanc, c'est assez clair. La bataille juridique, malgré tout, évidemment, elle se poursuit, mais c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau, mais qui en appelle un autre. En fait, on a l'impression que depuis le début, petit à petit, on a les éléments qui arrivent au fur et à mesure et distillés à bon ou à mauvais escient de chacune des parties. Mais effectivement, au départ, on nous indique qu'on a le testament d'avril 2014 qui, en fait, n'a rien à voir dans ce dossier puisque le suivant, celui dont on vient de prendre connaissance, dit qu'il révoque le précédent. Hein, je parle sous votre contrôle, maître. En fait, le testament de juillet révoque le précédent. Donc celui d'avril est nul et non avenu de toute façon. Mais pourtant, c'est celui d'avril que les médias ont eu en premier. Ensuite, on a eu, ça y est, celui de juillet. Mais en fait, on s'aperçoit que dans ce testament, c'est surtout ce qui manque qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on sait qu'il met tout dans ce trust et que c'est le trust qui sera amené à gérer tout son patrimoine. Mais alors, on n'a aucun montant financier. On ne sait pas
combien il y a de maisons, combien il y a d'avoirs, combien il y a d'éventuelles actions, quels sont les montants des droits artistiques. Et puis, alors, surtout, on ne sait pas qui est le bénéficiaire ou les bénéficiaires de ce trust. Est-ce que c'est Laetitia seule? Est-ce que c'est Laetitia et les enfants? Est-ce que c'est Laetitia avec une tierce personne? Tout ça, en fait, on attend encore un ultime document qui est presque le plus important dans cette succession, parce que c'est celui qui dira où va réellement aller le patrimoine de Johnny et dans quelle temporalité, en fait, les gens qui sont désignés comme ses héritiers pourront en disposer. Parce que vous remarquez aussi que dans ce testament, on ne fait pas allusion à Jade et Joy, en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'elles pourront hériter de leur père et à quelle échéance. Donc tout ça n'apparaît pas. Et puis, l'autre question que je voulais vérifier avec vous, Maître Mesnou, c'est que l'exécuteur testamentaire... selon la loi américaine, c'est celui qui doit vérifier que le trust est géré correctement. L'exécuteur nommé ici ouais. est pour s'assurer de la bonne gestion de la succession au titre du testament. En revanche, à côté, on a donc ce trust, qui est une structure juridique assez opaque, qui a eu du mal à trouver un équivalent en droit français justement pour cette raison. Et le trust est géré par quelqu'un qu'on appelle un trustee, un gérant. Et donc c'est l'obligation juridique du trustee, le gérant du trust, qui lui ou elle ou eux doivent s'assurer de la bonne gestion du trust. Mais alors Laetitia est nommée exécutrice testamentaire. Quel est son rôle dans la succession? Alors, tout ce qui va rentrer dans la succession, c'est elle qui va superviser la bonne disposition et le respect du testament. Et elle peut être exécutrice testamentaire et être bénéficiaire du trust? Oui, bien sûr. En revanche, il semble, d'après la lecture du testament, que la quasi-totalité du patrimoine de Johnny à son décès doit être transférée au trust. Donc tout va tomber, tout va sortir du testament pour se retrouver dans cette structure opaque qu'on appelle en droit américain un trust, avec des dispositions, comme vous avez très très bien dit, qui pour l'instant on ne connaît pas, on ne connaît même pas l'identité du trustee. Donc la vraie question, ce document est intéressant, mais le document maintenant qui prend toute son importance, c'est moins celui-ci et beaucoup plus le contrat de trust. François Dorcival, nous, les journalistes, Oui. moins les éditorialistes, Oui. suivent cela comme un feuilleton familial, oui. médiatique, financier, juridique également. C'est une sorte de goutte à goutte, Sandra Buisson. Chaque fois, on a une partie des révélations. Compte tenu de l'opacité de tout cela... De ce point de vue, c'est extrêmement bien fait, parce que ça maintient l'opinion publique en haleine, et donc ça alimente d'autant les médias. Et pourquoi ça maintient l'opinion publique en haleine? Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Quand on parle d'héritage, on va rentrer dans des détails. Oui. Je peux vous poser une question même personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui a eu un problème d'héritage? Évidemment à des moindres niveaux. Mais je crois que si on posait la question à nos téléspectateurs ou aux Français, chacun pourrait vous citer un exemple. Mais naturellement, tout problème d'héritage anime le débat public. Et j'ajoute que dans les campagnes politiques, l'affaire des droits de succession joue toujours un rôle majeur. Et le débat que notre ami professeur a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire le débat entre celui qui dit « Après tout, mes enfants n'ont pas besoin d'héritage, ils sont suffisamment bien lancés dans la vie pour y aller comme tels », et l'autre qui dit « Mais ce que j'ai gagné dans ma vie, je ne veux pas que ce soit l'État qui le récupère, et donc je le donne à qui je le veux. » Et la loi m'impose en effet de le donner à la fois à mon épouse et à mes enfants. Ce débat a eu lieu sous Nicolas Sarkozy, au moment où il a baissé les droits de succession en ligne directe. Et évidemment, donc, l'héritage est un sujet éminemment culturel depuis 2 siècles et demi, et il est un sujet éminemment politique dans toute campagne. Il est aussi affectif. Parce oui. que il est temps d'en parler un peu, on parlait que d'argent. Non, mais je veux dire affectif parce que il y a eu des travaux qui sont très intéressants. Il y a des petits héritages. Et en fait, il y a pas autant. Il y a toujours le même parce toujours que oui, quel que soit le montant de la là, il y a quand même un enjeu, à mon avis, financier. Là, en fait, il y a aussi, d'ailleurs, il y a eu une déclaration de David qui dit « Je voudrais au moins avoir une guitare ». Ça, c'est la phrase qu'on entend dans tout. sur l'album. Oui, absolument. Et donc, je peux, par exemple, je pourrais même vous donner l'exemple de chez moi. Ça me gêne pas. On était 6. Et comme j'avais un avantage, j'étais sociologue, je savais qu'il y aurait
pour mon père, quelque chose qui allait le symboliser plus, parce que quand il rentrait, il était dans les associations, faisait des comptes, etc. Donc, notre père était à son bureau. Donc quand est arrivé le bureau qui vaut 150 €, tout le monde l'a voulu. Et on a été obligé de tirer au sort. Et même encore maintenant, on n'est pas vraiment content qu'il y en ait un qui ait eu le bureau de mon père. Mais le bureau de mon père, je veux dire... Ce bureau, François Singlé, c'est important parce que l'héritage... Il symbolise celui qui a le bureau de mon père est plus proche de mon père. Et d'où la question, l'héritage, doit-il être à la mesure de l'amour, de l'affection du défunt ou du légataire pour celui ou celle qui hérite, parce qu'il y a sans cesse ce principe d'égalité ou d'équité, en fait. Non, mais au moment de la Révolution française, au moment de la Révolution française, le principe n'est pas un principe affectif. Non, le principe d'égalité est un principe de justice. La loi. Oui. La loi n'est pas qui a été repris. On n'était pas dans la logique affective. Tout à fait. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a une forme de modernité aussi dans l'histoire, parce qu'il y a le principe de l'égalité culturelle dont on vient de parler, etc. Et on rajoute le fait que là, il y a une forme, je pense, pour la plupart des gens en France, qui le perçoivent comme un principe de hiérarchisation. Je dirais même pas financière, mais d'abord aussi affective. Et c'est ça qui n'est pas compris, parce qu'en effet, aux États-Unis en particulier, ou dans le monde anglo-saxon, la succession de donations d'une part, et d'autre part, ce qui relève exactement de l'héritage, formerait une sorte de tout. Pas ici. Ah non. Il y a ce qui est du domaine de la donation et ensuite ce qui est du domaine de la succession. Je reviens entre l'aspect culturel qui est passionnant et l'aspect juridique aussi qui nous occupe, Maître Messneau. Le trust dont parle Sandra Buisson, parce que vous en avez parlé comme une structure opaque. Tout à l'heure, notre correspondante à New York, Elisabeth Guetta, nous disait que ce sont finalement des actes assez courants aux États-Unis, mais vous maintenez que c'est quand même un trust est toujours quelque part opaque, ou en tous les cas fait, non pas pour détourner des choses ou cacher des choses, mais avec une volonté d'être opaque. C'est une manière de gérer des actifs. Alors c'est une structure qui est juridiquement réservée. Enfin, tout le monde peut en bénéficier. En revanche, les trusts sont effectivement utilisés de manière disproportionnée par les gens fortunés qui ont des actifs de toutes catégories, actions, immobilier, cash, valeurs, etc., bijoux, tout ce qui est mobilier et immobilier. Alors la gestion est plutôt opaque au sens qu'on donne instruction au trustee, donc le gérant du trust, de gérer dans l'intérêt des bénéficiaires. Et souvent, et on va reparler de ce testament, les trusts sont créés pour gérer des patrimoines dans l'intérêt des enfants mineurs ou des personnes handicapées. Souvent et classiquement, on crée des trusts pour les enfants mineurs en particulier. Donc, effectivement, on a exclu les deux aînés. On a quand même, il parle des deux plus jeunes, mais le trust, s'il a créé le trust, à mon avis, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est de gérer le patrimoine pour une partie dans l'intérêt de ces enfants mineurs. Mais ce qu'on nous indique de l'autre côté de l'échiquier, c'est que, alors ce sont des propos rapportés, mais c'est quand les deux aînés demandent à Laetitia d'avoir accès à l'album posthume, elle leur répond « Non, vous n'avez plus de droit de regard, les droits artistiques sont dans un trust dont je suis bénéficiaire ». Est-ce qu'elle peut être bénéficiaire du trust et ses filles aussi, alors que leurs intérêts ne sont pas forcément communs? Parce que la personne qui crée le trust identifie les bénéficiaires. Donc c'était à Johnny Hallyday de identifier le ou les bénéficiaires de son trust. S'il a identifié Laetitia et les deux enfants les plus jeunes, Jade et Joy, effectivement, c'était la libre, encore une fois, on est sur une question de liberté, de disposition d'actifs. Il avait le droit de dire « je veux que le trust soit géré dans l'intérêt de mon épouse ». Pour conclure, François Singlé, finalement, jusque dans la mort et au-delà, Johnny Hallyday n'aura été que le reflet d'une époque, de ce que nous vivons aussi, à moindre niveau, évidemment, mais ce sont des problèmes très, j'allais dire, basiques que nous avons à un moindre niveau. Je le rappelle, est-ce qu'il faut vraiment en être tellement choqué, finalement? Oui, on peut moi, je vois pas pourquoi. Moi, j'ai une culture, donc j'ai le droit d'être... Il y a des choses dans d'autres cultures qui nous choquent.
c'est pas toujours chez les Américains que je suis plus choqué, mais ce que je voulais dire, il y a une autre dimension quand même, à mon avis, dont on parle pas beaucoup, mais quand même l'histoire de Johnny, c'est une histoire triste avec son père et sa mère. Et du point de vue quand même de la plupart des psychologues et tout, c'est quand même le danger ou le problème de la répétition. Et il y a un petit côté comme ça pour David et Laura, moi en tout cas, c'est ce que j'entends aussi, c'est que